Le soleil se levait à peine sur Lyon, ses premiers rayons caressant les toits de tuiles ocre et les façades historiques. Dans son petit studio de la Guillotière, Élodie Martin regardait son téléphone avec anxiété, relisant pour la énième fois le message de la nounou. « Désolé, je suis cloué au lit avec 39 de fièvre. Impossible de garder Mathis aujourd'hui. » Son fils de 5 ans dormait encore paisiblement, ses boucles brunes éparpillées sur l'oreiller. Élodie passa une main tremblante dans ses propres cheveux châtains, son esprit calculant frénétiquement les options qui s'offraient à elle. Elle ne pouvait pas se permettre de manquer une journée de travail, pas quand le loyer approchait et que les factures s'empilaient sur la petite table de la cuisine. « Maman ?» La petite voix ensommeillée de Mathis l'attira de ses pensées. Il se frottait les yeux, son doudou, un lapin gris élimé, fermement serré contre sa poitrine. « Bonjour, mon trésor, » sourit-elle, masquant son inquiétude. « Tu as bien dormi ?»« Oui, je peux avoir mes céréales ?» Élodie jeta un coup d'œil à l'horloge murale. 6h45. Dans moins de 2 heures, elle devait être à l'appartement de Monsieur Delacour, sur la prestigieuse rue des Marronniers. Son emploi de femme de ménage chez le millionnaire était sa principale source de revenus, un travail qu'elle avait décroché 6 mois plus tôt et qu'elle accomplissait avec une discrétion et un professionnalisme irréprochables. Jusqu'à présent, elle avait réussi à maintenir une séparation stricte entre sa vie professionnelle et personnelle. Monsieur Delacour, Tristan, comme il insistait pour qu'on l'appelle, ne savait même pas qu'elle avait un fils. Non pas qu'il s'en souciât, leurs interactions se limitaient à des instructions polies concernant les tâches ménagères et des salutations courtoises. En versant les céréales dans le bol de Mathis, Élodie prit sa décision. Elle n'avait pas le choix. Pour la première fois, elle devrait emmener son fils au travail. « Mon cœur, » dit-elle en s'agenouillant devant lui, « aujourd'hui va être un peu spécial. Tu vas venir avec maman au travail. » Les yeux de Mathis s'illuminèrent. « Je vais voir où tu travailles. »« Oui, mais il faudra être très sage et très discret. C'est comme une mission secrète, d'accord ?» Il hocha la tête avec enthousiasme, dévorant ses céréales avec une nouvelle énergie. Élodie commença à rassembler quelques jouets silencieux et des livres dans un petit sac à dos. Elle espérait que Monsieur Delacour ne se montrerait pas avant midi, comme c'était souvent le cas. D'ici là, elle aurait sûrement trouvé une solution alternative. 1 heure plus tard, main dans la main avec Mathis, elle traversait le pont Lafayette. La ville s'éveillait doucement, les premiers tramways glissant sur leurs rails dans la brume matinale. Le petit garçon regardait tout avec émerveillement, habitué aux rues plus modestes de leur quartier. « C'est grand ici, maman. »« Oui, mon cœur. Mais souviens-toi, mission secrète. » Devant l'immeuble haussmannien de la rue des Marronniers, Élodie prit une profonde inspiration. Elle tapota le code d'entrée, puis guida Mathis vers l'ascenseur. Son cœur battait la chamade, tandis qu'ils montèrent vers le dernier étage. Ce qu'elle ignorait encore, c'est que cette journée allait bouleverser bien plus que sa routine professionnelle. Elle allait faire basculer son monde tout entier. L'appartement de Tristan Delacour occupait tout le dernier étage de l'immeuble. Quand Élodie ouvrit la porte, Mathis retint son souffle devant l'immensité de l'espace. Les grandes baies vitrées laissaient entrer la lumière matinale, illuminant le parquet en chêne massif et les œuvres d'art contemporaines ornant les murs. « C'est un château ?» chuchota Mathis, ses yeux s'écarquillant devant le lustre en cristal qui dominait le salon. « Non, mon cœur, » sourit Élodie, « c'est juste un très grand appartement. Maintenant, viens avec moi dans la cuisine. J'ai préparé un coin spécial pour toi. » Elle installa Mathis à la table de service, sortant ses livres de coloriage et ses petites voitures. « Tu restes ici bien sagement pendant que maman travaille, d'accord ?» Le petit garçon hocha la tête, déjà absorbé par son dessin. Élodie commença sa routine habituelle, préparer le café pour Monsieur Delacour, vérifier le courrier, épousseter les meubles. Le silence n'était rompu que par le grattement des crayons de couleur de Mathis et le bruissement discret de son plumeau. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'un bruit de clé dans la serrure fasse sursauter Élodie. Son cœur manqua un battement. Il n'était que 9h30. Monsieur Delacour ne rentrait jamais si tôt. Avant qu'elle ne puisse réagir, Mathis, curieux, avait déjà quitté son siège.
Il se précipita vers le hall d'entrée, ses petits pas résonnant sur le parquet. « Mathis, non !» souffla Élodie. Mais il était trop tard. Tristan Delacour venait de franchir le seuil, grand et élégant, dans son costume sur mesure. Il retirait ses lunettes de soleil quand Mathis apparut devant lui. Le petit garçon s'arrêta net, fixant l'homme avec une intensité troublante. Le temps sembla se figer. Puis, dans le silence stupéfait de l'appartement, la voix claire de Mathis s'éleva. « Papaye !» Élodie sentit le sol se dérober sous ses pieds. Tristan resta immobile, sa main figée sur la poignée de la porte, son regard passant de l'enfant à elle, avec une expression indéchiffrable. « Je suis désolé, monsieur », balbutia Élodie en s'avançant rapidement. « Ma nounou est malade, je n'avais pas le choix. Mais quelque chose d'étrange se produisit. Au lieu de la colère ou de l'agacement qu'elle redoutait, une émotion différente traversa le visage de Tristan. Était-ce de la confusion, de la curiosité? Il s'agenouilla lentement au niveau de Mathis. « Bonjour, jeune homme », dit-il d'une voix douce qu'Élodie ne lui connaissait pas. Mathis, soudain timide, recula vers sa mère. « Pardon, monsieur, vous ressemblez à quelqu'un sur la photo. »« Quelle photo ?» demandèrent simultanément Élodie et Tristan. « La photo dans le tiroir de maman, celle du monsieur qui sourit. » Élodie sentit ses joues s'empourprer. Dans son tiroir, soigneusement caché, il y avait effectivement une vieille photo, la seule image qu'elle possédait de l'homme qui l'avait quittée avant même la naissance de Mathis. Un homme aux cheveux bruns et au sourire chaleureux comme Tristan. « Je suis vraiment navré, monsieur Delacour. Cela ne se reproduira plus. » Tristan se releva lentement, son regard s'attardant sur Mathis d'une manière étrange, presque nostalgique. « Ce n'est rien, Élodie. Les enfants, ils ont parfois une façon très particulière de voir les choses. » Il se dirigea vers son bureau, mais s'arrêta sur le seuil. « Il peut rester aujourd'hui. La cuisine est assez grande pour qu'il ait son espace. » Élodie le remercia, soulagée, mais troublée. Quelque chose dans cette rencontre l'avait ébranlée. Ce n'était pas tant la réaction de Mathis que celle de Tristan. Pour la première fois en 6 mois, elle avait vu son masque de patron distant se fissurer. Et dans cette fissure, elle avait entrevu quelque chose d'inattendu, une solitude qui faisait écho à la sienne. Les jours suivant cette rencontre inattendue apportèrent un changement subtil dans l'atmosphère de l'appartement. Tristan, habituellement absent ou enfermé dans son bureau, commença à prendre son café dans la cuisine. Il s'attardait, regardant discrètement Mathis qui, installé dans son coin, inventait des histoires avec ses petites voitures. Un matin, alors qu'Élodie essuyait les plans de travail, elle surprit une scène qui la figea sur place. Mathis avait fait tomber son crayon, qui avait roulé jusqu'aux pieds de Tristan. Au lieu de simplement le ramasser, ce dernier s'était accroupi et avait engagé une conversation avec le petit garçon. « Tu dessines quoi ?» demanda-t-il en tendant le crayon. « Un château dans les nuages », répondit Mathis avec assurance, « avec un dragon gentil qui protège les enfants. »« Un dragon gentil ? C'est original. » Ougray, parce que maman dit que même ceux qui font peur peuvent être gentils quand on apprend à les connaître. Élodie vit Tristan lever les yeux vers elle, une lueur d'admiration traversant son regard. Elle détourna rapidement le sien, mais son cœur battait plus vite. Ces petites interactions devinrent plus fréquentes. Tristan commença à laisser des livres d'images sur la table de la cuisine, par hasard. Des livres magnifiques, avec des illustrations qui émerveillaient Mathis. Un jour, il en oublia même une petite voiture de collection en métal, prétendant ensuite qu'elle était trop vieille, pour qu'il la reprenne quand Mathis la lui rendit. Mais ce n'était pas que des cadeaux matériels. Élodie remarqua comment Tristan écoutait véritablement son fils, répondant à ses questions infinies avec une patience qu'elle n'aurait jamais soupçonnée chez cet homme d'affaires. « Pourquoi le ciel est bleu ?» demandait Mathis. Et Tristan, au lieu de donner une réponse simpliste, sortait son tablet pour montrer des images de la diffusion de la lumière, transformant la question en une petite leçon passionnante. Un après-midi, alors qu'Élodie rangeait le linge, elle entendit des rires venant du salon. Tristan et Mathis étaient assis par terre, construisant une tour avec des livres et des coussins. « Plus haute !» encourageait Mathis. « Attention, architecte en herbe !» répondait Tristan.
Il faut une base solide. Comme dans la vie, Élodie sentit sa gorge se serrer. Elle qui avait tant lutté pour offrir une figure paternelle à son fils, voilà que le destin jouait avec elle d'une manière cruelle. Car malgré la gentillesse de Tristan, les murs invisibles entre leurs mondes restaient bien présents. Le soir, dans leur petit studio, Matisse ne cessait de parler de Monsieur Tristan. Il m'a montré comment les avions volent, ou il connaît plein d'histoires de châteaux. Élodie l'écoutait, partagée entre la joie de voir son fils s'épanouir et la peur de le voir s'attacher trop fortement. Elle-même devait lutter contre des sentiments qu'elle ne voulait pas nommer, la façon dont Tristan la regardait parfois, comme s'il la voyait vraiment, au-delà de son rôle de femme de ménage. Une nuit, après avoir bordé Matisse, elle sortit la vieille photo de son tiroir. L'homme qui lui souriait semblait maintenant un étranger. La ressemblance avec Tristan, qui avait tant frappé Matisse, était superficielle. Mais quelque chose de plus profond, une gentillesse dans le regard peut-être, créait un écho troublant. Elle rangea la photo, mais ne put trouver le sommeil. Dans l'obscurité de leur petit appartement, elle se demanda combien de temps elle pourrait maintenir cet équilibre fragile entre deux mondes qui n'étaient pas censés se rencontrer. La présence régulière de Matisse dans l'appartement n'était pas passée inaperçue. Les autres employés de l'immeuble, le concierge, la femme de ménage de l'étage inférieur, le livreur habituel, commencèrent à échanger des regards entendus et des chuchotements dans les couloirs. « Tu as vu comme il le regarde ?» murmurait Carmen, la concierge, à sa collègue. « Monsieur Delacour n'a jamais été aussi détendu. » Ces rumeurs finirent par atteindre les cercles plus élevés de la société lyonnaise. Un matin, alors qu'Élodie préparait le petit déjeuner, elle entendit une voix féminine s'élever depuis le salon. « Vraiment, Tristan, tu ne peux pas continuer comme ça. » Élodie reconnut Diane Delacour, la sœur de Tristan. Grande, élégante, elle représentait tout ce qu'Élodie n'était pas. « Je ne vois pas de quoi tu parles, » répondit Tristan, sa voix inhabituellement tendue. « Oh, je t'en prie. Tout Lyon parle de ta fascination pour le fils de ta femme de ménage. As-tu pensé à ta réputation, à celle de la famille ?» Élodie sentit ses mains trembler en disposant les viennoiseries sur un plateau. Dans la cuisine, Matisse était absorbé par son dessin, heureusement inconscient de la conversation. « Ma réputation ?» La voix de Tristan était glaciale. « Depuis quand te soucies-tu de ma réputation, Diane ? Quand j'ai divorcé de la parfaite héritière que tu m'avais présentée, ou quand j'ai refusé de céder nos vignobles à ton mari, ce n'est pas la même chose. Et tu le sais, cette femme, elle pourrait profiter de la situation. As-tu pensé que c'était peut-être calculé ? L'enfant, la ressemblance, ça suffit. » Le silence qui suivit était électrique. Élodie resta immobile, son plateau dans les mains, son cœur battant si fort qu'elle craignait qu'on ne l'entende. « Tu ne la connais pas, » reprit Tristan plus doucement. « Tu ne connais pas Matisse. »« Justement, » soupira Diane. « Toi non plus. Tu ne les connais pas vraiment. » Des bruits de talons sur le parquet indiquèrent que Diane se dirigeait vers la sortie. « Réfléchis bien, Tristan. Père n'aurait jamais permis une telle familiarité. » La porte claqua. Élodie attendit quelques minutes avant d'oser entrer dans le salon avec son plateau. Tristan se tenait devant la baie vitrée, les mains dans les poches, regardant la ville sans la voir. « Votre petit déjeuner, monsieur, » dit-elle doucement. Il se retourna et leurs regards se croisèrent. Dans ses yeux, elle vit une vulnérabilité qu'il n'avait jamais montrée auparavant. « Élodie, » commença-t-il, « je suis désolé que vous ayez dû entendre ça. »« Ce n'est rien, monsieur. Votre sœur a raison de s'inquiéter. Les apparences ne sont pas tout, » coupa-t-il. Puis, plus doucement, « Vous le savez mieux que quiconque, n'est-ce pas ?» Elle hocha la tête, incapable de parler. Un bruit de papier froissé les fit se retourner. Matisse, sur le seuil de la cuisine, tenait un dessin. « J'ai fait un dessin pour vous, monsieur Tristan, » dit-il timidement. « C'est nous trois, au château dans les nuages. » Tristan s'approcha et prit le dessin avec précaution. Trois figures colorées se tenaient par la main devant ce qui ressemblait à un mélange entre un château et l'immeuble de la rue des Marronniers. « C'est magnifique, Matisse, » dit-il d'une voix rauque. « Je vais l'accrocher dans mon bureau. » Élodie voulut protester, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge.
Le regard que Tristan posa sur elle n'était plus celui d'un employeur. C'était celui d'un homme perdu qui venait de trouver quelque chose qu'il ne savait même pas chercher. Dans les jours qui suivirent la visite de Diane, Tristan passa plus de temps que jamais dans son bureau. Élodie l'entendait parfois marcher de long en large ou parler au téléphone à voix basse. Quelque chose avait changé dans son comportement. Il semblait préoccupé, distant, mais pas de la même manière qu'avant. Un après-midi, alors qu'elle époussetait la bibliothèque de son bureau en son absence, son plumeau accrocha une vieille boîte en bois qui bascula. Des photos et des lettres jaunies s'éparpillèrent sur le sol. En les ramassant précipitamment, une photo en particulier attira son attention. Elle montrait un jeune homme qui ressemblait étrangement à Tristan, mais la date au dos indiquait 1985, bien avant sa naissance. Ce devait être son père, Philippe Delacour. Mais ce n'était pas l'homme sur la photo qui la fit suffoquer. C'était la jeune femme à ses côtés, une femme qu'elle reconnaîtrait entre mille, même sur une photo vieille de presque 40 ans, sa mère. Claire Martin, alors âgée d'à peine 20 ans, souriait à l'objectif, ses cheveux châtains flottant dans le vent. Elle portait une robe simple mais élégante, et son visage rayonnait de bonheur. Derrière eux, on distinguait les vignes du domaine de la cour. « Je vois que vous avez trouvé quelque chose d'intéressant. » La voix de Tristan la fit sursauter. Il se tenait dans l'encadrement de la porte, son expression indéchiffrable. « Je suis désolé, monsieur, » balbutia Élodie. « La boîte est tombée, Qui est cette femme pour vous ?» demanda-t-il doucement, s'approchant pour regarder la photo. Élodie hésita un instant, puis décida que le mensonge était inutile. « C'est ma mère, Claire Martin. » Tristan s'assit lentement dans son fauteuil, comme si ses jambes ne le portaient plus. « Je m'en doutais, » murmura-t-il. « Depuis que j'ai commencé à chercher dans les archives de mon père, votre nom de famille, la ressemblance. Vous connaissiez ma mère ? » ?»« Non, » dit-il en secouant la tête. « J'étais trop jeune, mais j'ai trouvé des lettres, beaucoup de lettres, entre elle et mon père. » Élodie sentit son monde vaciller. Sa mère ne parlait jamais du passé, évitant toujours les questions sur sa jeunesse. Elle avait élevé Élodie seule, travaillant comme fleuriste dans un petit magasin de la Croix-Rousse. « Quel genre de lettres ?» demanda-t-elle, sa voix à peine audible. Tristan ouvrit un tiroir et en sortit une liasse de papier attachée par un ruban défraîchi. Des lettres d'amour au début, puis des lettres de plus en plus désespérées. Mon père, il était déjà fiancé à ma mère, une alliance arrangée entre deux familles de vignerons. Il a choisi son devoir plutôt que son cœur. Ma mère ne m'a jamais rien dit. La dernière lettre date de février 1986. Elle lui annonçait qu'elle était... Il s'interrompit, leurs regards se croisant dans un moment de compréhension mutuelle. « Enceinte », acheva Élodie. « Elle était enceinte de moi. » Le silence qui suivit était lourd de tout ce que cette révélation impliquait. Dans la pièce voisine, ils entendaient Mathis fredonner doucement en dessinant, inconscient du drame qui se jouait. « Cela expliquerait... » commença Tristan. « La ressemblance, » termina Élodie. « Mathis vous ressemble parce que nous sommes probablement frères et sœurs, » dit Tristan, sa voix tremblant légèrement. Élodie sentit les larmes lui monter aux yeux. Toute sa vie prenait soudain un sens différent. Les silences de sa mère, les regards furtifs qu'elle jetait parfois vers les collines où s'étendaient les vignobles de la cour, son refus obstiné de quitter Lyon malgré les difficultés. « Qu'allons-nous faire ?» murmura-t-elle. Tristan se leva et s'approcha de la fenêtre. « Je ne sais pas, Élodie. Je ne sais vraiment pas. » Dans la cuisine, la voix claire de Mathis s'éleva, chantant une comptine que sa maîtresse lui avait apprise. Une chanson sur la famille. Les jours suivant la découverte des lettres furent étranges, comme si un voile invisible s'était tendu entre Élodie et Tristan. Ils évitèrent de se croiser, communiquant par notes laissées sur le comptoir de la cuisine. Même Mathis sentait que quelque chose avait changé. « Pourquoi monsieur Tristan ne vient plus prendre son café avec nous ?» demandait-il chaque matin, ses grands yeux pleins d'incompréhension. « Il est très occupé, mon cœur », répondait Élodie, le cœur serré. Un soir, après avoir couché Mathis, Élodie prit son courage à deux mains et se rendit chez sa mère. Claire Martin vivait toujours dans le même petit appartement au-dessus de sa boutique de fleurs à la Croix-Rousse. L'odeur des lys et des roses montait jusqu'au palier. Élodie,
Sa mère parut surprise de la voir si tard. « Tout va bien ? Il faut qu'on parle, maman. » De Philippe Delacour. Le visage de Claire pâlit. Elle s'assit lentement sur son vieux fauteuil fleuri, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle lissait sa jupe. « Comment ? Je travaille pour son fils, maman. Tristan. Et nous avons trouvé les lettres. » Un long silence suivit, uniquement rompu par le tic-tac de la vieille horloge murale. Finalement, Claire prit une profonde inspiration. « J'étais si jeune, » commença-t-elle. « Je travaillais l'été dans les vignes pour payer mes études. Philippe, il était différent des autres propriétaires. Gentil, attentionné, nous sommes tombés amoureux. » Elle se leva, alla chercher une boîte en fer dans un placard. À l'intérieur, d'autres lettres, des photos, des souvenirs précieusement conservés. « Quand j'ai appris que j'étais enceinte de toi, j'ai espéré qu'il quitterait sa fiancée. Mais les Delacour sont une vieille famille. Les traditions, l'honneur. » Elle eut un sourire triste. « Il m'a offert de l'argent, un appartement à Paris. J'ai refusé. Je voulais garder ma dignité. Pourquoi ne m'avoir jamais rien dit? À quoi bon? Tu ne manquais de rien. J'ai fait de mon mieux pour que tu sois heureuse, pour que tu n'aies pas besoin de mon père, compléta doucement Élodie. » Claire hocha la tête. « Philippe est mort l'année dernière, tu sais. Je l'ai lu dans le journal. Il n'a jamais cherché à nous revoir. » Élodie pensa à Tristan, à la façon dont il regardait Mathis, à la gentillesse qu'il leur avait montrée avant de découvrir leur lien de parenté. « Son fils, mon frère, il est différent, » dit-elle doucement. « Ton frère ?» Claire eut un rire amer. « Ma chérie, Philippe n'était pas... » Elle s'interrompit, semblant soudain réaliser quelque chose. « Quelle année est né Tristan ? 1990, je crois. » Claire secoua la tête. « Alors, c'est impossible. Philippe et moi, c'était en 1985, 86. Tristan ne peut pas être... » Élodie sentit son monde basculer une nouvelle fois. « Mais alors, pourquoi la ressemblance? Pourquoi Mathis? Le hasard, peut-être? Ou peut-être que nous voyons des liens là où il n'y en a pas, parce que nous le souhaitons trop fort. » Sur le chemin du retour, sous la pluie fine qui tombait sur Lyon, Élodie sentit les larmes couler sur ses joues. Elle ne savait plus ce qui était le plus douloureux. Avoir cru trouver une famille pour la perdre aussitôt, ou réaliser que l'éloignement de Tristan était basé sur une erreur. Dans son petit lit, Mathis dormait paisiblement, serrant contre lui la voiture que Tristan lui avait donnée. Élodie caressa ses cheveux, se demandant comment elle pourrait lui expliquer que parfois les châteaux dans les nuages s'effondrent, même quand on y croit très fort. Le lendemain matin, l'appartement de la rue des Marronniers semblait plus froid que jamais. Élodie accomplissait ses tâches mécaniquement, son esprit tourbillonnant entre les révélations de la veille et l'absence persistante de Tristan. Mathis, inhabituellement calme, dessinait sans enthousiasme. Il avait demandé une fois de plus où était M. Tristan, et le très occupé habituel d'Élodie n'avait pas semblé le convaincre. Vers midi, alors qu'elle pliait du linge dans la buanderie, elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Son cœur fit un bond quand elle reconnut les pas de Tristan, puis la voix de Diane. « Tu as fait ce qu'il fallait, » disait cette dernière. Cette situation devenait inappropriée. Inappropriée? La voix de Tristan était tendue. « Ce n'est qu'un enfant, Diane. Un petit garçon qui n'est pas de notre famille, » coupa Diane. « Ne me dis pas que tu croyais vraiment à cette histoire de parenté. J'ai fait des recherches, Tristan. Cette femme, Claire Martin, elle a eu une brève aventure avec Père, c'est vrai, mais les dates ne correspondent pas. Tu le sais maintenant. Ce n'est pas le point. Bien sûr que si, tu t'es laissé attendrir par une ressemblance fortuite et des circonstances romanesques. Mais regarde la réalité en face. Ils ne font pas partie de notre monde. » Élodie serra le pull qu'elle tenait contre sa poitrine, sentant chaque mot comme une gifle. « Notre monde ?» La voix de Tristan était soudain plus forte. « Tu veux dire ce monde où Père a abandonné une femme enceinte, où nous prétendons que l'argent et le nom sont plus importants que... » « Que quoi, Tristan? L'amour ?» Diane eut un rire sec. « Tu passes trop de temps avec ce petit garçon. La vie n'est pas un conte de fées. » « Non, en effet.
Il y eut un bruit de pas, puis le son d'un verre qu'on remplit. Mais peut-être que c'est justement le problème. Peut-être que j'en ai assez de ce monde où tout est calculé, où chaque geste est jugé, où tu es l'héritier des Delacour, termina Diane. C'est ce que tu es, Tristan, ce que tu seras toujours. Le silence qui suivit était lourd de non-dits. Élodie resta immobile, le linge oublié dans ses mains. Tu sais ce qui est ironique, reprit finalement Tristan. Pendant quelques jours, j'ai cru que j'avais une sœur, une vraie sœur, pas quelqu'un qui me rappelle constamment mes devoirs et mes obligations. Tristan? Non, laisse-moi finir. J'ai divorcé de Catherine parce que notre mariage n'était qu'une façade. J'ai repris les vignobles parce que c'était mon devoir. J'ai joué le rôle du parfait héritier pendant des années. Et puis quoi? Cette femme de ménage et son fils sont arrivés. Et puis j'ai vu ce qu'était une vraie famille, dit Tristan doucement. J'ai vu Élodie avec Matisse, la façon dont elle l'élève, dont elle lui apprend la vie, dont elle... Oh, je t'en prie, l'interrompit Diane. Ne me dis pas que tu as des sentiments pour... Un bruit de porcelaine brisée les interrompit. Dans l'embrasure de la porte, Matisse se tenait, les yeux écarquillés, devant les morceaux éparpillés d'une tasse à café. Je voulais juste voir Monsieur Tristan, murmura-t-il, les larmes aux yeux. Élodie sortit précipitamment de la buanderie. Matisse, mon cœur, ce n'est rien. Ne bouge pas, il y a des morceaux partout. Alors qu'elle s'agenouillait pour ramasser les débris, elle sentit le regard de Tristan sur elle. Quand elle osa lever les yeux, elle vit dans les siens un mélange de regret, de confusion et de quelque chose d'autre, quelque chose qu'elle n'osait pas nommer. Diane, elle, regardait la scène avec une expression indéchiffrable, comme si elle assistait à la confirmation de toutes ses craintes. Le soir même, Élodie déposa sa lettre de démission sur le bureau de Tristan. Ses mains tremblaient en plaçant l'enveloppe, mais sa décision était prise. Pour Matisse, pour elle-même, il fallait mettre fin à cette situation avant que les blessures ne deviennent trop profondes. Elle ne s'attendait pas à ce que Tristan arrive si tôt le lendemain matin, la lettre froissée à la main. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-il, la voix rauque. Élodie, qui essuyait la vaisselle du petit déjeuner, se raidit. « Je pense que c'est assez clair, monsieur. » « Monsieur ?» Il laissa échapper un rire sans joie. « Nous en sommes revenus là ? Nous n'aurions jamais dû en partir. » Elle posa soigneusement le torchon, évitant son regard. « Votre sœur a raison. Chacun à sa place. Ma sœur. » Tristan passa une main dans ses cheveux, un geste qu'elle avait appris à reconnaître comme un signe de frustration. « Vous avez entendu notre conversation. Ce n'était pas une question. » Élodie hocha simplement la tête. « Alors vous avez aussi entendu ce que j'ai dit sur la vraie famille ?» Elle le coupa, osant enfin le regarder. « Oui, j'ai entendu, et c'est précisément pourquoi je dois partir. Je ne peux pas laisser Matisse s'attacher davantage. Il a déjà perdu un père. Je ne veux pas qu'il... » Sa voix se brisa. Dans la pièce voisine, ils entendaient Matisse parler doucement à ses jouets, inventant une histoire où un chevalier partait à l'aventure avec son papa. « Élodie, » commença Tristan en s'approchant. « Ce que je ressens... » « Ah, non, » l'interrompit-elle fermement. « S'il vous plaît, ne rendez pas les choses plus difficiles. » Plus difficiles. Il était maintenant si proche qu'elle pouvait sentir son parfum discret. « Vous pensez que c'est facile pour moi ? De vous voir tous les jours, de regarder Matisse grandir, de découvrir ce que signifie vraiment être une famille et de devoir prétendre que tout cela ne me touche pas ? Nous ne sommes pas votre famille, dit-elle doucement. Nous ne le serons jamais. Pourquoi ? Parce que je suis un Delacour ? Parce que je vis dans un appartement luxueux ? Parce que ma sœur pense que l'argent et le nom sont tout ce qui compte ? Parce que la vie n'est pas un conte de fées, répondit-elle, reprenant inconsciemment les mots de Diane. Tristan recula comme si elle l'avait giflé. Je croyais que vous, plus que quiconque, compreniez que les apparences ne sont pas tout. Un bruit de pas léger les interrompit. Matisse se tenait sur le seuil de la cuisine, serrant son lapin en peluche. « Maman, » dit-il d'une petite voix, « pourquoi tu pleures ?» Élodie porta la main à sa joue, surprise de la trouver humide. Elle n'avait même pas réalisé qu'elle pleurait. « Ce n'est rien, mon cœur. Maman est juste un peu fatiguée. » Matisse s'approcha, tendant son lapin vers elle. « Quand je suis triste, Monsieur Lapin me fait des câlins.
Tu veux un câlin, maman ?» Élodie s'agenouilla pour prendre son fils dans ses bras, sentant son petit cœur battre contre le sien. Par-dessus l'épaule de Mathis, elle vit l'expression de Tristan changer, comme si quelque chose se brisait et se reconstruisait simultanément dans son regard. « Je ne peux pas accepter votre démission, » dit-il finalement. « Pas comme ça, pas pour ces raisons. Monsieur Delacour, Tristan, corrigea-t-il doucement, s'il vous plaît, donnez-nous une chance de trouver une autre une voie qui ne soit ni un conte de fées, ni une tragédie. Juste, la vérité, notre vérité. » Mathis se détacha de sa mère et regarda Tristan avec ses grands yeux innocents. « Tu vas partir aussi ?» La question, dans sa simplicité enfantine, contenait tout le poids de leur choix, de leurs peurs, de leurs espoirs. La question de Mathis resta suspendue dans l'air, créant un moment de vérité que ni Élodie ni Tristan ne pouvaient éviter. Ce fut finalement Tristan qui brisa le silence, s'agenouillant pour être au niveau de Mathis. « Non, je ne pars pas, » dit-il doucement, « sauf si ta maman le demande. » Il leva les yeux vers Élodie, et dans ce regard, elle vit toute la complexité de leur situation. Ce n'était plus seulement une question de classe sociale ou de convenance, c'était une question de courage. « Il faut que je vous montre quelque chose, » dit Tristan en se relevant, à tous les deux. Il les guida vers son bureau, cette pièce qui avait été le théâtre de tant de révélations. Sur son bureau trônait maintenant un cadre que ni Élodie ni Mathis n'avaient jamais vu auparavant. La photo montrait un petit garçon d'environ l'âge de Mathis, assis sur les marches d'un grand perron. « C'est moi, » expliqua Tristan, « à 6 ans, la même année où mon père a décidé que je devais commencer à apprendre à devenir un Delacour. Plus de jeux dans le jardin, plus de conversations avec les enfants du personnel, des cours de maintien, de piano, d'œnologie même, à 6 ans. Il prit une profonde inspiration. Je ne souriais plus beaucoup après ça. Ma mère, elle essayait de me protéger à sa façon, mais elle était elle-même prisonnière de ce monde de conventions. Mathis s'approcha de la photo, la regardant avec curiosité. « Tu as l'air triste, » dit-il simplement. « Oui, » sourit tristement Tristan. « Je l'étais. Et je l'ai été pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'un petit garçon entre dans mon bureau en courant et m'appelle papa. » Élodie sentit son cœur se serrer. « Tristan, laissez-moi finir s'il vous plaît, » dit-il doucement. Ce jour-là, quelque chose s'est réveillé en moi, quelque chose que mon père avait essayé d'étouffer, la capacité de ressentir, d'aimer sans condition, sans calcul. Il se tourna vers une autre photo, plus récente celle-là, accrochée au mur. C'était le dessin de Mathis, soigneusement encadré, montrant leurs 3 silhouettes devant le château dans les nuages. J'ai passé ma vie à essayer d'être le fils parfait, l'héritier parfait. J'ai épousé Catherine parce que c'était ce qu'on attendait de moi. J'ai repris les affaires familiales parce que c'était mon devoir. Et regardez où cela m'a mené. Un appartement magnifique mais vide, une vie réglée comme du papier à musique, et un cœur. Il s'interrompit, cherchant ses mots. Un cœur qui ne battait plus vraiment, compléta Élodie doucement. Exactement. Il la regarda avec une intensité qui la fit frissonner. Jusqu'à ce que vous arriviez, tous les deux. Mathis, qui avait écouté avec une attention surprenante pour son âge, tira doucement sur la manche de sa mère. « Maman, tu sais, quand je fais un cauchemar, tu dis toujours qu'il faut être courageux et affronter les monstres. » Élodie ne put s'empêcher de sourire. « Oui, mon cœur. Alors pourquoi tu as peur maintenant? Il n'y a même pas de monstre ici, juste Monsieur Tristan. » La simplicité de cette logique enfantine les fit tous les deux rire, brisant la tension qui s'était installée. « Ton fils est très sage, » dit Tristan, « et il a raison. Les seuls monstres ici sont ceux que nous avons créés, les préjugés, les attentes, les peurs. » Il s'approcha d'Élodie, assez près pour qu'elle puisse voir les nuances de vert dans ses yeux bruns. « Je ne vous demande pas de croire aux contes de fées, je vous demande juste de croire en nous, en ce que nous pourrions construire ensemble, pas comme un Delacour et son employé, mais comme 2 personnes qui ont trouvé quelque chose de précieux, quelque chose de vrai. » À cet instant, un rayon de soleil perça les nuages, illuminant le bureau à travers les grandes fenêtres. La lumière dansa sur le dessin encadré de Mathis, donnant vie aux 3 silhouettes qui se tenaient par la main. Les jours qui suivirent furent comme un délicat exercice d'équilibriste. Élodie avait retiré sa démission, mais la dynamique dans l'appartement avait changé.
Ce n'était plus une employée et son patron qui partageaient un espace, mais deux personnes apprenant à se découvrir, à s'apprivoiser, sous le regard tour à tour amusé et perplexe de Mathis. Un matin, alors qu'Élodie préparait le café, Tristan apparut dans la cuisine plus tôt que d'habitude. « J'ai une proposition à vous faire, » dit-il, une lueur d'excitation dans le regard. « À tous les deux. » Mathis leva les yeux de son bol de céréales, intrigué. « Les vignobles de la famille, » commença Tristan. « Ils ne sont pas qu'un business. Il y a une vieille maison là-bas, celle où j'ai grandi. Elle est vide depuis des années, mais... » Il hésita un instant. « Ce week-end, je dois y aller pour superviser les vendanges. Je me demandais si vous voudriez m'accompagner. » Élodie sentit son cœur s'accélérer. Quitter la ville, visiter les vignobles de la cour, c'était franchir une nouvelle frontière. « Il y a un château ?» demanda Mathis, les yeux brillants. Tristan rit. « Pas exactement. C'est une grande maison en pierre, avec une tour, et il y a des vignes à perte de vue, comme dans mon dessin. »« Un peu, oui. » Tristan se tourna vers Élodie. « Qu'en pensez-vous » Elle hésita. « Les gens vont parler. Les gens parlent déjà, » dit-il doucement. « Et franchement, je commence à me demander pourquoi nous devrions nous en soucier. » Cette réflexion resta avec Élodie toute la journée. Le soir, dans leur petit studio, alors qu'elle préparait le sac de Mathis pour le week-end, elle repensa à sa conversation avec sa mère. Claire avait refusé l'argent de Philippe Delacour, par fierté, par dignité. Mais n'y avait-il pas aussi une forme de dignité à accepter d'être heureuse, malgré ce que les autres pouvaient en penser? Le samedi matin, ils prirent la route dans la voiture de Tristan. Mathis, installé dans son siège auto à l'arrière, regardait avec émerveillement le paysage changer. Les immeubles de Lyon laissèrent place aux collines douces du Beaujolais, puis aux rangées ordonnées de vignes. « Regarde, maman !» s'écriait-il à chaque nouveau panorama. Élodie observait Tristan du coin de l'œil. Au volant, détendu dans une tenue décontractée qu'elle ne lui avait jamais vue, il semblait différent, plus jeune, plus libre. La maison apparut au détour d'un virage. Une belle bâtisse en pierre dorée, avec effectivement une tour ronde sur un côté. Des glycines anciennes grimpaient sur les murs et un grand tilleul projetait son ombre sur la cour pavée. « C'est encore plus beau que dans mon dessin », s'exclama Mathis en sortant de la voiture. Tristan les guida à l'intérieur. Les pièces étaient grandes mais chaleureuses, avec des poutres apparentes et de vieilles cheminées. Des draps blancs recouvraient les meubles, donnant à l'ensemble un air de maison endormie, attendant d'être réveillée. « Ma chambre d'enfant est là-haut », dit Tristan en montrant l'escalier. « Dans la tour. On peut voir ?» demanda Mathis, trépignant d'impatience. Ils montèrent tous les trois. La chambre était restée figée dans le temps. Un papier peint bleu pâle, au motif de bateau, des étagères pleines de vieux livres, un bureau face à une fenêtre qui donnait sur les vignes. « C'est ici que je me réfugiais, » murmura Tristan. « Quand les leçons, les attentes devenaient trop lourdes, je regardais les vignes et j'imaginais... » « Quoi ?» demanda doucement Élodie. « Une autre vie, plus simple, plus vraie. » Mathis s'était approché de la fenêtre. En contrebas, des vendangeurs commençaient à arriver, leurs sécateurs brillant au soleil. « On peut aller voir les raisins ?» demanda-t-il. Tristan sourit. « Bien sûr, je vais même vous montrer comment on les cueille. » Alors qu'il redescendait, Élodie remarqua quelque chose qu'elle n'avait pas vu en montant, une petite marque sur le montant de la porte, avec une date. Tristan, 6 ans. Elle effleura la marque du bout des doigts, imaginant un petit garçon solitaire, mesurant sa croissance dans cette grande maison pleine d'obligations et d'attentes. « Il y a de la place pour d'autres marques, » dit Tristan qui l'avait observé. « Si vous voulez. » Ces mots simples contenaient une promesse qui fit trembler le cœur d'Élodie. Une promesse d'avenir, de continuité, de famille. L'après-midi dans les vignes fut comme un rêve éveillé. Tristan avait fourni à Mathis un petit sécateur en plastique et un panier miniature, et le petit garçon suivait les vendangeurs avec un sérieux touchant, imitant leurs gestes précis. « Doucement, mon cœur !» riait Élodie en le voyant s'attaquer à une grappe particulièrement résistante. Les ouvriers agricoles, d'abord surpris de voir le propriétaire accompagné d'une jeune femme et d'un enfant, s'étaient vite habitués à leur présence. Certains des plus anciens échangeaient des regards entendus,
murmurant entre eux que M. Tristan ressemblait enfin à son père, non pas le Philippe de la cour des dernières années, froid et distant, mais celui de leur jeunesse, celui qui riait avec les vendangeurs et connaissait chaque parcelle de ses vignes. « Regardez, M. Tristan !» appela Matisse, brandissant fièrement une grappe parfaite. « Excellent choix !» approuva Tristan en s'agenouillant près de lui. « Tu vois la couleur violette profonde et cette fine pellicule blanche sur les grains, on appelle ça le pruiné. C'est le signe que le raisin est parfaitement mûr. » Élodie les observait, émue par la patience avec laquelle Tristan expliquait chaque détail à son fils. Il n'y avait rien de condescendant dans sa façon de parler à Matisse, juste un respect sincère et une joie évidente de partager son savoir. Vers la fin de l'après-midi, alors que le soleil commençait à décliner, ils s'assirent tous les trois sous un vieux châtaignier. Matisse, fatigué mais heureux, s'était endormi, la tête sur les genoux de sa mère. « Il a le don, » dit doucement Tristan. « Le don ? Pour les vignes. Vous avez vu comme il choisissait instinctivement les meilleures grappes. Mon père disait toujours que certaines personnes naissent avec ça dans le sang. La compréhension de la terre, des plantes. » Élodie caressa les cheveux de son fils. « Comme vous ?» Tristan secoua la tête avec un sourire triste. « Moi, j'ai dû l'apprendre. Les cépages, les terroirs, la vinification, tout ça, c'était des leçons, des obligations. Matisse, lui, il le sent naturellement. » Un silence confortable s'installa entre eux, uniquement troublé par le bruissement du vent dans les vignes et les voix lointaines des derniers vendangeurs. « Je ne vous ai jamais demandé, » dit soudain Tristan, « ce que vous vouliez, vous. Comment ça? Pour Matisse? Pour vous? Quels sont vos rêves ?» Élodie regarda l'horizon, où les collines se découpèrent dans la lumière dorée du soir. « Je veux qu'il soit heureux, » dit-elle simplement, « qu'il ait la liberté de choisir sa vie, qu'il ne se sente jamais prisonnier. » Le mot flotta entre eux, chargé de sens. « Et pour vous ?» insista doucement Tristan. Elle tourna la tête vers lui, surprise par la vulnérabilité qu'elle lut dans son regard. « Je veux être libre aussi, » murmura-t-elle. « Libre d'aimer sans avoir peur, sans me demander si je franchis des limites invisibles. Sans quoi? Sans me dire que je trahis ma mère en faisant exactement ce qu'elle a refusé de faire. » Tristan prit sa main, un geste simple mais qui les fit frissonner tous les deux. « Votre mère a fait ses choix avec courage, selon ses valeurs. Mais vous avez le droit de faire les vôtres, d'écrire votre propre histoire. » Matisse bougea dans son sommeil, murmurant quelque chose à propos de châteaux et de raisins magiques. Ils sourirent tous les deux. « Notre histoire, » corrigea doucement Élodie, serrant la main de Tristan. Au-dessus d'eux, les premières étoiles commençaient à apparaître dans le ciel de septembre, témoin silencieux d'une promesse qui n'avait pas besoin de mots pour être comprise. Le retour à Lyon fut comme un réveil brutal. Dès le lundi matin, Diane débarqua dans l'appartement de la rue des Marronniers, brandissant un journal local. En première page des Nouvelles mondaines, une photo floue montrait Tristan, Élodie et Matisse dans les vignes. « Tu es devenu fou ?» siffla-t-elle en jetant le journal sur le bureau de son frère. « L'héritier de la cour joue à la famille heureuse avec sa femme de ménage. C'est ça que tu veux comme héritage. » Tristan, qui lisait des rapports de vendange, ne leva même pas les yeux. « Bonjour à toi aussi, Diane. Ne joue pas à ça avec moi. Le conseil d'administration se réunit la semaine prochaine. Comment crois-tu qu'ils vont réagir? Ils réagiront comme ils voudront. Les vignobles n'ont jamais aussi bien marché. » « Non, ce n'est pas la question. » Diane s'appuya sur le bureau, forçant son frère à la regarder. « C'est une question d'image, de réputation. Les de la cour ont une responsabilité envers... » « Envers qui ?» la coupa Tristan, se levant brusquement. « Envers une société qui juge les gens sur leur compte en banque, envers des traditions qui ont rendu notre père si malheureux qu'il a fini par tout gâcher, même l'amour ?» Dans le couloir, Élodie s'était figée, le panier de linge dans les bras. Elle savait qu'elle devrait s'éloigner, mais ses jambes refusaient de bouger. « Tu parles comme un adolescent rebelle, » dit Diane avec mépris. « L'amour, c'est ça ta grande révélation? Tu vas sacrifier l'œuvre de génération pour une histoire de cœur? »« Non, » répondit calmement Tristan. « Je vais sauver l'œuvre de génération en lui donnant un sens, un vrai sens, pas juste des chiffres et des galas de charité. » Il sortit quelque chose d'un tiroir,
un vieux carnet relié de cuir. Tu sais ce que c'est? Le journal de grand-père, celui qui a vraiment construit cette entreprise. Tu sais ce qu'il écrivait? Que le vin n'est pas une question de prestige, mais de partage. Que les vignes ne prospèrent pas grâce aux grands noms, mais grâce aux mains qui les travaillent, au cœur qui les aime. Diane recula, déstabilisée par la passion dans la voix de son frère. Et Matisse, continua Tristan. Ce petit garçon que tu juges sans le connaître, il comprend déjà mieux l'âme de nos vignes que moi à son âge, parce qu'il les voit avec son cœur, pas avec des chiffres. Tu ne peux pas être sérieux, murmura Diane. Cette femme, elle va tout prendre, la fortune, le nom. Élodie, Tristan eut un rire incrédule. Elle a refusé 3 fois que je modifie son contrat de travail. Elle insiste pour payer son loyer quand elle reste à la maison familiale. La seule chose qu'elle prend, Diane, c'est soin de mon cœur et de mon âme. Le silence qui suivit fut rompu par un petit bruit. Matisse, échappé de la cuisine où il dessinait, était venu voir d'où venaient les voix. « Bonjour, madame », dit-il poliment à Diane. Diane le regarda comme si elle voyait un fantôme. Pendant un instant, son masque de froideur se fissura. Peut-être voyait-elle ce que tout le monde voyait en Matisse, cette innocence, cette gentillesse naturelle qui désarmait même les cœurs les plus endurcis. Elle se reprit rapidement. Tristan, ce n'est pas terminé. Le conseil m'écoutera, dit-il fermement, parce que je vais leur montrer quelque chose qu'ils comprennent. Des résultats. Cette vendange sera exceptionnelle. Et tu sais pourquoi? Parce que pour la première fois depuis des années, il y a de l'amour dans ces vignes, de la joie, de l'espoir. Il s'approcha de sa sœur. Tu peux choisir d'être partie de ça, Diane. D'être une tante pour Matisse. Une sœur, une vraie, pas juste une gardienne des conventions. Diane regarda son frère, puis Matisse, puis la porte derrière laquelle elle savait qu'Élodie écoutait. « Tu as changé » dit-elle finalement. « Non » répondit doucement Tristan. « J'ai juste arrêté de prétendre être quelqu'un d'autre. » Une semaine plus tard, Élodie se tenait devant la boutique de sa mère à la Croix-Rousse. L'automne avait définitivement pris possession de Lyon, teintant les arbres des pentes de rouge et d'or. Dans la vitrine, Claire arrangeait un bouquet de chrysanthèmes tardifs. « Maman » appela doucement Élodie en entrant. « Il faut qu'on parle. » Claire se retourna et quelque chose dans l'expression de sa fille la fit s'immobiliser. « Entre dans l'arrière-boutique, je vais faire du thé. » Pendant que l'eau chauffait, Élodie sortit le journal local de son sac, la photo des vendanges. Claire la regarda longuement, ses doigts effleurant l'image comme pour en vérifier la réalité. « Tu es heureuse ?» demanda-t-elle simplement. « Oui » répondit Élodie, « mais j'ai besoin de savoir si tu peux l'accepter. » Claire s'assit, ses mains serrant sa tasse de thé. « Tu sais, pendant des années, j'ai cru que ma fierté m'avait rendue plus forte. Refuser l'argent de Philippe, élever seul mon enfant. » Elle eut un sourire triste. « Mais parfois, je me demande si ce n'était pas aussi de la peur. » De la peur? D'être heureuse, d'accepter que parfois la vie nous offre une deuxième chance. Pas forcément comme on l'imaginait, mais... Elle fut interrompue par la clochette de la boutique. Tristan se tenait dans l'encadrement de la porte, tenant Matisse par la main. Le petit garçon portait un bouquet de roses fraîches presque aussi grand que lui. « Pardon d'interrompre, » dit Tristan. Mais Matisse voulait absolument offrir des fleurs à sa grand-mère. Claire regarda son petit-fils s'avancer vers elle, son visage s'illuminant malgré elle, devant tant d'innocence et d'amour simple. « C'est moi qui les ai choisis, » annonça fièrement Matisse. Monsieur Tristan dit que les roses, c'est comme le vin. Il faut savoir les apprécier avec son cœur. Un rire échappa à Claire. Il a dit ça? Oui, et aussi que même si elles ont des épines, ça ne les empêche pas d'être belles. Comme les histoires d'amour. Les adultes échangèrent des regards surpris. La sagesse des enfants avait parfois cette capacité à simplifier les vérités les plus complexes. Claire prit le bouquet, le portant à son visage pour en respirer le parfum. Quand elle releva les yeux, ils brillaient de larmes contenues. « Madame Martin, » commença Tristan, « je sais que le nom des Delacour ne vous évoque pas de bons souvenirs, mais je ne suis pas mon père, et... » « Non, » l'interrompit doucement Claire, « vous n'êtes pas Philippe, vous êtes meilleur que lui. » Elle se leva, alla chercher un vase en cristal dans une vitrine.
Ce vase, dit-elle en le remplissant d'eau, Philippe me l'avait offert. Je n'ai jamais pu me résoudre à m'en séparer, mais je ne l'ai jamais utilisé non plus. Il est resté là comme un symbole de ce qui aurait pu être. Avec des gestes précis de fleuriste, elle commença à arranger les roses dans le vase. Peut-être qu'il est temps de lui donner un nouveau sens, de transformer les regrets en espoir. Mathis observait sa grand-mère avec fascination. « Tu vas m'apprendre à faire des beaux bouquets comme toi ?»« Bien sûr, mon chéri. Et peut-être qu'un jour, tu sauras mélanger l'art des fleurs et celui du vin. » Élodie sentit la main de Tristan chercher la sienne. Dans l'air flottait le parfum des roses, se mêlant à l'odeur d'automne qui entrait par la porte ouverte. Un parfum de renouveau, de possibilités, les vignes et les roses, murmura Tristan. Toutes deux ont besoin de racines profondes pour s'épanouir. Claire hocha la tête, comprenant le message sous-jacent. Les racines n'étaient pas que dans la terre. Elles étaient dans les cœurs, dans les histoires partagées, dans les blessures guéries. 1 an plus tard, la maison familiale des Delacour s'était métamorphosée. Les draps blancs avaient disparu, remplacés par des rideaux colorés et des meubles choisis avec soin. Dans la tour, la chambre d'enfant de Tristan était devenue celle de Mathis, le papier peint au bateau côtoyant maintenant des dessins de vignes et de châteaux dans les nuages. Ce matin-là, une douce agitation régnait dans la maison. Dans la cuisine, Claire arrangeait des bouquets de fleurs sauvages, pendant qu'Élodie vérifiait une dernière fois les préparatifs. Le conseil d'administration des vignobles de la cour allait se réunir pour la première fois dans la maison familiale, et non dans les bureaux de Lyon. « Tu es sûre de ne pas vouloir mettre des roses ?» demanda Claire à sa fille. « Non, maman. Tristan veut que tout soit authentique. Les fleurs des vignes, les herbes sauvages, c'est ça la vraie beauté du domaine. » Dans le jardin, Mathis suivait Tristan qui inspectait une dernière fois les rangs de vignes les plus proches. Le petit garçon, qui avait grandi, portait fièrement un carnet où il notait consciencieusement les observations de son beau-père. « Regarde, papa, » dit-il en pointant du doigt une grappe. « Celle-là est parfaite pour le nouveau vin. » Tristan s'arrêta un instant, encore ému d'entendre Mathis l'appeler « papa ». C'était venu naturellement, quelques mois après leur installation dans la maison. Sans pression, sans demande, juste comme une évidence. « Tu as raison, » approuva-t-il. « Note-le dans ton carnet. Un jour, ce sera toi qui dirigeras ces vignes. »« Avec maman, » précisa Mathis. « Elle dit que les meilleurs vins, c'est comme les meilleurs bouquets. Il faut un peu de science et beaucoup d'amour. » Tristan rit. Élodie s'était passionnée pour la vinification, apportant à cet art ancestral une sensibilité nouvelle. Leur dernier millésime, créés ensemble, avaient déjà reçu des critiques enthousiastes. Les premiers membres du conseil commencèrent à arriver. Diane était parmi eux, transformée par les mois écoulés. Sa relation avec son frère s'était lentement reconstruite, et elle avait découvert en elle une tante attentionnée que personne, pas même elle, n'aurait soupçonnée. Dans le grand salon, Tristan présenta les résultats de l'année, des chiffres exceptionnels, mais surtout une nouvelle vision. Les vignobles de la cour ne seraient plus seulement une entreprise prestigieuse, mais un lieu de vie, d'apprentissage, d'amour du vin et de la terre. Notre grand-père écrivait que le vin est une histoire de partage, conclut-il. Aujourd'hui, nous ne partageons pas seulement du vin, mais une vision, une famille, un avenir. Après la réunion, alors que le soleil descendait sur les vignes, une petite cérémonie intime réunit famille et amis dans le jardin. Sous le vieux châtaignier, Élodie et Tristan échangèrent leurs vœux, simples et sincères. Mathis, portant fièrement les alliances, rayonnait de bonheur. Claire, assise au premier rang à côté de Diane, tenait un bouquet où se mêlaient roses de sa boutique et fleurs sauvages des vignes. Les deux femmes partagèrent maintenant une complicité née de leur amour pour Mathis et de leur désir commun de voir cette famille s'épanouir. Le soir venu, alors que les invités dansaient sur la terrasse illuminée de lampions, Élodie et Tristan s'éclipsèrent un moment dans la tour. Sur le montant de la porte de Mathis, plusieurs marques témoignaient du temps passé, sa taille à 6 ans, puis à 7 ans, traçant une ligne ascendante pleine de promesses. « Tu te souviens de son premier papay ?» demanda Élodie, en se blottissant contre son mari. « Comment l'oublier ?»
sourit Tristan. Il a vu ce que nous ne voyions pas encore. Le cœur d'un enfant, il voit l'essentiel, compléta Tristan. Les liens qui comptent vraiment. Non, en bas, la voix claire de Mathis s'éleva. « Maman, papa, grand-mère va couper le gâteau !» Ils échangèrent un regard complice. Leur histoire n'était pas un conte de fées, mais quelque chose de plus précieux encore. Une histoire vraie, tissée de choix courageux, d'amour sincère et de cette magie particulière qui naît quand on ose écouter son cœur. Main dans la main, ils descendirent rejoindre leur famille. Dans le ciel, les premières étoiles apparaissaient, les mêmes qui avaient éclairé leurs premiers aveux dans les vignes. Mais maintenant, elles brillaient sur un avenir qui n'était plus un rêve, mais une réalité aussi douce que le vin nouveau.